à tous et très heureuse de vous accueillir pour l'édition 2021 des Trophées hors normes qui se déroule encore cette année à distance. Nous en sommes désolés, mais mesures sanitaires obligent. Je précise qu'il y a quelques collaborateurs d'AFNOR Normalisation dans la salle pour partager avec nous ce moment. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Christine Kertész, la responsable du département en charge des relations avec les adhérents d'AFNOR, et je vais vous accompagner pour passer ensemble cette heure. Alors aujourd'hui, c'est une journée spéciale, c'est la journée mondiale de la normalisation. Cela nous paraissait une date tout à fait appropriée pour la remise des trophées hors normes, qui, je vous le rappelle, récompensent chaque année les organisations qui ont eu des initiatives innovantes pour contribuer à l'élaboration de nouvelles normes ou pour en utiliser. Pour l'année 2021, les trophées ont repris leur caractère initial sous la forme d'un concours. Alors ce concours, nous avons choisi de l'organiser cette année autour des 3 thématiques phares de la stratégie française de normalisation. Alors pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, je vous les rappelle, il s'agit de la lutte contre le dérèglement climatique, une numérisation maîtrisée et une société plus inclusive. Parmi les dossiers que nous avons reçus, nous en avons sélectionné 7 que nous allons vous présenter. Et je dois dire que nous avons été particulièrement heureux de voir la diversité des dossiers que nous avons reçus de la part d'organisations de tout type, de toute taille, des TPE, des PME, des grands groupes, un centre de recherche, une association, bref, tout ce qui démontre une nouvelle fois que la normalisation, c'est avant tout un cadre de progrès pour tous. Sans plus attendre, je vous propose de commencer par la catégorie lutte contre le dérèglement climatique. Il s'agissait dans cette catégorie de récompenser les projets qui s'appuyaient sur l'utilisation de normes ou de documents normatifs volontaires, bien entendu, limitant les impacts sur l'environnement, comme par exemple des projets qui s'appuient sur une gestion sobre des ressources, la limitation des gaz à effet de serre, des projets d'économie circulaire ou de préservation de la biodiversité. Alors nous avons sélectionné 3 finalistes dans cette catégorie et je vous propose de découvrir en images le premier finaliste qui est la société Concept Light. C'est une TPE située dans le Grand Est qui conçoit et fabrique des luminaires de LED sur mesure. Notre projet, c'était de concevoir une gamme d'appareils de désinfection de surface évolutive, écologique, en remplaçant la technologie ultraviolet à vapeur de mercure en technologie LED UV. Cette technologie est écologique, sans consommable, sans odeur et pas polluante. Les applications concrètes, donc nous nous tournons vers l'industrie pour la partie des convoyeurs, des désinfections de différents produits dans l'agroalimentaire, ou tout simplement dans la désinfection d'espace dans la partie industrie, dans l'aéronautique, donc des toilettes ou entre les différents services en fait, dans la partie avion. Et l'autre partie qu'on connaît bien, c'est les masques, et notre technologie permet de les stériliser. Renseignements pris auprès de l'AFNOR, donc nous avons vu qu'il n'y avait pas de cadre réglementaire et de normes sur la partie désinfection de surface en ultraviolet. Donc nous avons voulu élaborer une AFNOR spec pour donner un cadre normatif et sécuriser en fait la technologie. Cela nous manquait parce que la technologie LED UV est une technologie quand même dangereuse si elle n'est pas bien maîtrisée. Il fallait donner un cadre normatif pour rassurer le client. Pour élaborer cette AFNOR spec, nous avons rassemblé différents clients, différents acteurs, aussi bien dans le milieu hospitalier, des médecins spécialisés dans le travail, dans la médecine du travail, des gens du gouvernement, du ministère des Armées, en fait, les pompiers marins de Marseille, ou encore des clients dans la grande et moyenne surface. Tout ceci afin de maîtriser les risques et d'avoir un avis de leur partie. Pour nous, c'est un levier important, bien sûr. On est une entreprise novatrice et on aime impulser des projets, on aime donner un cadre à nos projets, on aime en fait aussi donner une sûreté à nos clients. Et en plus de ça, on aime conserver en fait, une longueur d'avance tout simplement, une technique d'avance en fait, sur le marché et impulser notre nouvelle technologie. La partie normative, oui, on va y participer avec beaucoup d'acteurs. L'avantage de cette AFNOR spec, elle va nous permettre d'impulser la partie écologique, sans déchets, et aller dans un environnement plus sain. Sans la norme, en fait, on aurait eu un dérèglement
on n'aurait pas eu de sécurisation, il y aurait eu un peu de cafouillage sur le marché. Et du coup, ça nous permet de donner des bases solides. On a impulsé cette partie normative pour prendre du leads et pour montrer qu'on est bien présent sur le marché. Intéressant, n'est-ce pas, de voir comment une TPE a pu donner confiance dans la qualité de sa technologie écologique innovante grâce à une spécification AFNOR ou AFNOR Spec. Alors notre second finaliste est Engie Lab Synergy, c'est le centre de recherche du groupe Engie situé à Courbevoie. Il travaille sur des activités de service à l'énergie d'Engie Solutions. Je vous propose de découvrir en images leur projet. Visionnaire est une solution de régulation permettant d'optimiser la gestion de la ventilation dans les blocs opératoires. Le système visionnaire va prendre en compte tous les différents paramètres qui sont décrits dans la norme au niveau du confort et de la qualité de l'air. Et en fonction de cela, et en fonction aussi des conditions d'utilisation du bloc, il va appliquer différentes consignes de régulation qui seront dédiées au fonctionnement en mode bloc occupé, c'est-à-dire en phase opératoire, ou avec des consignes qui seront différentes pour la partie bloc inoccupé, c'est-à-dire en période de nuit ou de week-end par exemple. Historiquement, un système de ventilation dans un bloc opératoire devait fonctionner techniquement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur les mêmes niveaux d'exigence au niveau de la qualité de l'air et du confort, donc de la température et de l'humidité à maintenir dans le bloc. En 2013, après un consensus entre experts techniques, la nouvelle norme est sortie et préconisait qu'on pouvait appliquer des réduits à condition de maîtriser certains paramètres du bloc. Aujourd'hui, quand on va parler de réduits dans les blocs opératoires, ça va s'appliquer sur deux paramètres essentiellement qui sont préconisés par la norme. Donc ça va être un réduit du débit de ventilation et puis un réduit au niveau de la température. Pour pouvoir répondre à la norme, le but de la manœuvre a été de développer un système entièrement automatisé avec la mise en œuvre de nouveaux paramètres de mesure qui permettaient de sécuriser le fonctionnement du bloc opératoire et le tout en allant chercher une démarche d'efficacité énergétique. Grâce aux différentes mesures qui vont être prises en charge par le système visionnaire, un établissement peut espérer atteindre entre 10 et 20% d'économie d'énergie au niveau de son plateau technique de bloc opératoire. Cette norme a été une opportunité pour nous pour pouvoir lancer des rénovations d'équipements qui étaient parfois un peu vieillissants en intégrant des améliorations qui permettaient justement à la fin d'obtenir un meilleur suivi, une meilleure qualité d'air, plus de confort pour l'utilisateur final avec la possibilité de contrôler ses paramètres. La norme nous permet d'innover mais en gardant un certain cadre. Merci à Engie Lab Synergy qui nous a permis de vérifier que la conformité aux normes, c'est aussi une possibilité d'optimiser le fonctionnement d'installations thermiques et aéroliques dans les bâtiments, de faire des économies d'énergie et donc de contribuer à lutter contre le dérèglement climatique. Alors notre dernier finaliste dans la catégorie lutte contre le dérèglement climatique, c'est la société JVD. JVD, c'est une PME située dans la région nantaise. Ils sont spécialisés dans la conception et la fabrication de solutions d'hygiène éco-conçues. Découvrons leur projet en images. Depuis maintenant 5 ans et bientôt 2 ans, ça s'est accéléré. JVD, donc la société JVD, a développé un système de traitement d'air qui va pas non seulement s'adresser à la gestion de contamination reportée comme le Covid, mais qui va avoir un spectre extrêmement large de toutes les pollutions et contaminations qu'on a dans l'air intérieur. Donc ça va des particules aux polluants chimiques jusqu'aux allergènes et enfin les moisissures, les bactéries et les virus. Alors, ce qui est très important, c'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'appareils sur le marché justement qui disent on va traiter le Covid et les contaminations. C'était très important d'avoir une norme qui allait cadrer ce type de process et qui allait valider en fait la performance intrinsèque de l'appareil et qui permettait aussi de dimensionner les appareils dans les espaces comme celui-ci. Savoir est-ce qu'il va falloir un appareil, 2 appareils et à quel endroit.
Donc l'importance de la norme ici auquel je participe, la B44-200, c'est de valider ces appareils qui vont être intégrés après dans des espaces et chez les utilisateurs finaux. La norme aujourd'hui de l'appareil, c'est une norme de résultat. Ça veut dire qu'elle va déterminer la performance et l'efficacité sur ce que l'on a parlé tout à l'heure, donc les moisissures et les bactéries, et donc les virus, sur la partie en fait polluants chimiques, et enfin sur aussi les allergènes. Et elle garantit en fait au fabricant que son appareil en fait est réellement efficace et inoffensif pour l'utilisateur, mais c'est surtout un outil de valorisation et de sécurité pour l'utilisateur final. L'utilisateur final, quand il a connaissance de cette norme sur cet appareil, il sait qu'il va pouvoir l'utiliser dans son environnement et pour telle superficie et tel volume. Donc pour lui, ça va être une garantie de sécurité. Donc aujourd'hui, effectivement, la norme, elle est utilisée par d'autres pays. Donc on fait référence à cette NF B44-200 qui est née au sein de l'AFNOR. Et il y a la nécessité aujourd'hui d'harmoniser et d'accorder nos violons au niveau européen et international. Alors l'innovation sans la norme, c'est perdre en fait, je pense, globalement le contrôle. C'est qu'effectivement, on a besoin d'avoir une norme pour avancer step by step et en même temps pour que l'innovation progresse et soit valorisée. Ça veut dire ça marche dans les deux sens. C'est un outil, dans ce cadre-là, c'est un outil de contrôle de performance et d'efficacité, mais c'est aussi un outil de valorisation. Donc la norme et l'innovation, finalement, ne font qu'un. Merci à JVD pour ce très beau témoignage des connexions entre innovation et normalisation, thème cher à nos cœurs, et bravo pour ce projet. Alors pour remettre le trophée hors norme dans la catégorie lutte contre le dérèglement climatique, j'ai le plaisir d'accueillir Isabelle Rimbert, secrétaire générale d'AFNOR, qui m'a rejointe, qui va nous présenter le lauréat. Merci Christine, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc j'ai le plaisir effectivement de remettre donc dans la catégorie lutte contre le dérèglement climatique le hors norme 2021 à l'entreprise Concept Light. Félicitations, toutes mes félicitations. Donc, vous avez un projet, on a pu le voir dans la vidéo, c'est vraiment une très très jolie aventure, une aventure qui a été accompagnée par les formidables équipes d'AFNOR Normalisation. Donc, une aventure dans laquelle il y a de la technique, mais il y a aussi de l'humain. Oui. Et justement, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce que vous l'avez vécu, cette aventure, sur un plan humain? Est-ce que ça a été difficile d'embarquer les équipes, de partager, de co-construire avec d'autres parties intéressées? Donc, mobiliser les équipes au départ, c'était assez complexe. Pourquoi? Déjà, on est une petite TPE dans un gros groupe. Ils se disaient, pourquoi la normalisation? Donc, c'était complexe à les mobiliser. Et de ce point de vue-là, on a fait d'abord un balayage en fait, sur les normalisations, et d'où la nécessité. Ensuite, on nous a dit qu'il n'y avait pas de normes. Donc, ce qui a fait accélérer en fait, la partie en fait, AFNOR Spec. Et suite à ça, nos collaborateurs ont adhéré à cette cohésion d'équipe et on s'est lancé dans l'AFNOR Spec. Par rapport à ça, on a ensuite rassemblé un grand acteur du secteur, donc des acteurs du milieu hospitalier, de l'agroalimentaire, des fournisseurs de composants électroniques. Et ensuite, on a développer toute une cohésion en fait, ensemble. Il y a eu des tensions parce qu'aujourd'hui, par rapport aux Américains, ils ne comprenaient pas l'aspect pré-norme en fait, au niveau de l'AFNOR Spec. Donc du coup, ils ne comprenaient pas l'aspect d'aller dans cette norme. Donc il y a eu des tensions au départ qu'on a réglées assez vite et ils se sont mis ensuite à faire une bonne cohésion d'équipe et après on est allé en mouvement ensemble. Voilà. Collectif. Bon. Au départ, au niveau des CHR et des hôpitaux, c'était un peu complexe. L'industrie aussi, c'était complexe. Et en fait, après, on s'est rassemblés, on est allé de l'avant. Voilà. On était 25 dans le groupe. Voilà. 25, d'accord. Oui. Alors, non seulement vous êtes investi dans l'aventure de l'AFNOR Spec, mais on m'a dit aussi que vous aviez cette intention d'embarquer dans l'aventure de la norme. Donc on a l'intention d'aller dans une norme volontaire en fait. Donc la norme volontaire, la pré-norme, l'AFNOR Spec, ce qu'on a généré,
Notre but, c'est d'aller dans une norme européenne, en fait, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de normalisation sur la partie désinfection ou décontamination de surface. Et aujourd'hui, avec les acteurs avec qui on travaille, donc que ce soit des Américains ou des Français, dans le milieu de l'hygiène et autres, il faut donner un cadre. Et pour ce cadre, en fait, il faut aussi donner un cadre écologique, d'éco-conception. Et par rapport à ça, on a impulsé en fait, cet AFNOR-SPEC pour aller sur une normalisation européenne, pour ensuite construire une vraie normalisation. Donc, une première étape. Ben, ça va nous permettre d'avoir une base solide et de prendre du leadership ensuite dans le groupe de travail avec les industriels de composants et d'autres acteurs autour. D'accord. Donc un tremplin vers oui, une norme sûr. européenne. Voilà. Bravo en tout cas, Ouais. félicitations. Merci. Et donc, voilà, votre prix. Merci. Bravo. Merci. Très bien, eh bien écoutez, merci beaucoup pour ce beau projet. Tous nos encouragements pour la poursuite de votre démarche au niveau européen et je vous propose à présent de découvrir les finalistes de la seconde catégorie, une numérisation maîtrisée. Alors cette catégorie, une numérisation maîtrisée, concernait les projets dans lesquels la normalisation volontaire permet de faire face aux enjeux d'interopérabilité des technologies numériques et des réseaux, de gestion de données en masse par le big data, de transformation numérique, de sécurité et de résilience. Le premier finaliste est la société ArtFi. C'est une PME de 35 personnes située à Orsay en région parisienne. ArtFi conçoit des solutions de test innovantes qui permettent de mesurer les ondes absorbées par les tissus humains. Alors pour les spécialistes, on appelle ça le DAS, le débit d'absorption spécifique, dans l'industrie du sans-fil, des téléphones mobiles. Et je vous propose d'écouter Stéphane Panetra, fondateur et PDG d'ArtFi, pour parler de son projet. On a mis au point cette machine qui mesure le DAS. Le DAS, c'est la quantité d'ondes absorbées par les tissus humains en présence d'un smartphone qui émet des ondes. Cette mesure se fait désormais en temps réel, là où avant cette technologie, ça prenait 45 minutes. La norme, elle a été créée au moment de la 2G. Il s'est passé de nombreuses évolutions depuis. Elle ne répond plus aux besoins, que ce soit en termes de capacité de test ou de précision. Il fallait donc la faire évoluer en intégrant des nouvelles technologies de mesure du DAS. C'est ce que nous avons fait, nous nous sommes engagés en créant une nouvelle norme, beaucoup plus souple en termes de reconnaissance technologique et permettant l'arrivée de technologies beaucoup plus modernes et efficaces comme la nôtre. Pour créer cette nouvelle norme, nous nous sommes entourés d'experts en normalisation et nous avons écrit un texte qui est structuré comme une norme que nous avons proposée aux organismes normatifs internationaux et les différents pays membres ont voté pour la création d'un groupe de travail pour développer cette norme. Et ensuite, nous avons contribué avec ces experts pour la structurer en gardant finalement le concept fondamental qui est de l'avoir finalement orienté performance pour permettre à différentes technologies d'être inclus. Dans notre cas, cette nouvelle norme, incluant notre technologie en particulier, bénéficie à toutes les parties prenantes. Les consommateurs, qui auront l'information de est-ce que leur téléphone a été testé, oui ou non. C'était jusqu'alors impossible, ils vont avoir cette information. Les opérateurs, qui vont pouvoir avoir sur leur réseau des téléphones mobiles sur lesquels il y a une garantie par rapport à ce sujet DAS, mais en plus des antennes mieux réglées, donc une meilleure qualité de réception, qui bénéficiera aussi aux consommateurs. Les constructeurs qui vont payer moins cher le test et pouvoir augmenter leur couverture potentiellement, ce qui améliorera également la qualité. Les régulateurs qui finalement voient apparaître un outil de mesure, une norme soutenant ce genre d'outil pour tester beaucoup plus et apporter une meilleure garantie en regard de leur mission qui est de s'assurer que sur le marché, les téléphones mobiles, les objets connectés sont effectivement bien conformes. Sans la norme, cette invention, cette technologie de rupture resterait au placard et aucune des parties prenantes ne pourrait bénéficier des avantages
procurés par cette technologie sur le marché. C'est encore un très bel exemple du rôle de la normisation pour porter au marché une solution innovante sur en plus une technologie qui nous intéresse tous en tant que consommateurs. Alors nous allons passer à présent au second finaliste qui est la société Nexter Systems, plus particulièrement son centre de Satori à Versailles. Nexter est un groupe industriel qui conçoit, développe et fabrique des systèmes de défense innovants répondant aux besoins des armées de terre françaises et étrangères. Nexter a travaillé depuis plusieurs années sur l'amélioration de la maintenance des équipements militaires grâce à des capteurs intelligents qui récupèrent un ensemble de données traitées par intelligence artificielle pour améliorer la maintenance. Vous allez voir, c'est impressionnant. L'innovation portée par Nexter, c'est l'introduction de capteurs intelligents capables de monitorer l'état de santé de nos systèmes d'armes en utilisation opérationnelle. Ça va favoriser effectivement l'optimisation des plans de maintenance et également augmenter la disponibilité opérationnelle de nos systèmes. Un système d'armes, c'est un véhicule soit à roues, soit chenillé, portant une artillerie ou une tourelle armée. L'innovation de Nexter repose essentiellement sur une méthodologie de traitement statistique appelée la méthode MBD et qui permet de calculer les niveaux d'endommagement subis par les matériels en utilisation opérationnelle et elle permet également de faire du pronostic d'endommagement sur des missions futures pour faire de l'extrapolation d'emploi de systèmes d'armes en utilisation opérationnelle. La méthodologie MBD est une méthode qui n'était pas normalisée et on a profité effectivement de l'instance et de la volonté de la Commission de normalisation défense de développer une norme AFNOR sur le processus de qualification des équipements. Et le gros intérêt effectivement aujourd'hui, c'est que ce référentiel normatif a été porté par nos référents français du monde de la DGA vers l'OTAN qui a accepté d'introduire ce référentiel. Les bénéfices pour Nexter d'avoir introduit ce type de méthodologie dans la norme, c'est qu'on peut l'utiliser favorablement dans nos capteurs intelligents. Le fait que cette méthode soit normalisée dans un monde dual, ça permet d'être utilisé dans d'autres secteurs d'activité comme le monde automobile. Sans cette norme, compte tenu du contexte opérationnel important, la technologie de ces capteurs intelligents aurait émergé sur nos systèmes d'armes. Cependant, le fait d'avoir effectivement une méthodologie ouverte sur le monde civil, ça permet de la faire utiliser par d'autres secteurs d'activité et de la rendre encore plus visible et plus pertinente. Pour remettre les trophées dans la catégorie une numérisation maîtrisée, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Lebeugle, directeur d'AFNOR Normalisation, qui va nous dévoiler le lauréat. Merci Christine, bonjour à toutes et à tous. Et donc j'ai le plaisir de remettre aux lauréats, je devrais dire au pluriel, aux deux lauréats, puisqu'ils sont ex aequo, donc les sociétés Artfy et Nexter, s'ils peuvent me rejoindre. Bonjour messieurs. Bonjour, merci. Bonjour Franck. Vos démarches sont deux beaux exemples d'articulation entre l'innovation et la normalisation, mais une question que j'ai envie de vous poser, qu'on me pose souvent, moi, directeur de la normalisation, comment vous avez senti que la normalisation était un élément crucial pour le développement de votre technologie? Stéphane, peut-être? Oui, très bien, mais merci. En fait, finalement, cette prise de conscience, elle a été assez nette au moment où, lorsqu'on a mis au point notre innovation, on s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas répondre aux exigences des normes qui étaient en place à l'époque. Et la raison qui caractérisait ça, on en a donc fait l'analyse, c'est qu'elles étaient descriptives technologiquement d'une technologie très spécifique et permet donc pas d'avoir d'autres technologies qui arrivaient dans ce cadre-là pour atteindre ce marché. Donc on a été confronté à un cas de conscience. Et ce cas de conscience, c'était de se dire comment faire pour pouvoir accéder à ce marché. Et on a décidé donc que le seul chemin possible était de créer une nouvelle norme.
dans le même groupe de travail qu'est l'IEC. Et c'est là qu'on s'est lancé dans ces travaux-là, dans un objectif de dire, est-ce qu'on va refaire une norme exclusive technologiquement ou est-ce qu'on va faire autre chose? Et on s'est dit non, là l'idée c'est véritablement de remettre le client au centre du débat et d'avoir une norme orientée performance. Et en faisant ça, en réalité on s'aperçoit que d'une norme qui peut être perçue comme une contrainte, on retransforme le tout comme étant une opportunité de business, mais une opportunité également pour le consommateur final. Et également, on ouvre la concurrence. Et en ouvrant la concurrence, on sert aussi l'intérêt de tous en créant une forme de compétition pour aller sur de l'innovation et accompagner les technologies, en particulier la 5G. Merci Stéphane. Vous, Bruno? En ce qui concerne Nexter, la mise en place de capteurs intelligents, c'était favoriser effectivement l'émergence d'une maintenance prédictive à terme qui est nécessaire pour nos utilisateurs. Et pour ce faire, il a fallu développer du capteur intelligent sur la base de MEMS accélérométriques que l'on va intégrer sur les équipements critiques. On s'est appuyé sur des technologies de type intelligence artificielle, notamment pour clusteriser effectivement l'usage des véhicules qui sont en utilisation opérationnelle, mais également de monitorer effectivement l'état de santé de nos équipements. Pour ce faire, on a développé à Nexter un savoir-faire depuis un certain nombre d'années et qu'on a voulu porter dans les normes volontaires françaises. Alors pourquoi vouloir porter effectivement ces nouvelles méthodologies? C'est la question. Et effectivement, on est une société de défense française avec une culture du secret et effectivement, garder à nous ce savoir-faire était une solution nous permettant effectivement de favoriser l'émergence de cette technologie dans nos équipements, mais ce n'était pas la mettre à disposition de tout à chacun, et notamment du secteur civil. Or, la prise de conscience au plus haut niveau de la direction à Nexter, ça a été effectivement de transférer ce savoir-faire dans le cadre de normes volontaires françaises pour faire en sorte que le monde dual, civil et militaire, puisse en bénéficier et de permettre l'acquisition de capteurs bas coût. Une question très courte, Bruno, complémentaire. Vous avez signalé un soutien de l'OTAN à cette norme. Pourquoi c'était aussi important? Alors, ce qui se passe, et là, Franck, je vous remercie de la question, parce que ça va me permettre de remercier effectivement la délégation générale de l'armement, notamment le CND et tous ses experts. En fait, à l'OTAN, aujourd'hui, seule la DGA peut effectivement introduire des référentiels français dans un cadre OTAN et donc dans le cadre du Standard 4370. La prise de conscience collective sur le plan défense, c'était de se dire qu'après la décision ministérielle d'abandonner notre référentiel défense, la France se tournait inévitablement sur des méthodes normalisées à l'OTAN et sans pouvoir bénéficier des méthodologies françaises. En introduisant le référentiel normatif français, la NF X50-144, la France renouait avec ses fondements techniques et ses méthodologies et elle reprend effectivement, je dirais, un intérêt sur la scène internationale dans le cadre des contrats à connotation internationale sur le plan défense. Ça bénéficie à Nexter, mais à tout le secteur industriel de défense français. Merci Bruno. Une courte question pour Stéphane que souvent aussi on me pose. Est-ce que la sortie de cette norme a eu un impact sur votre chiffre d'affaires? Alors, en fait, en 2021, le chiffre d'affaires va tripler. Donc la réponse est oui. Par contre, en fait, clairement, on n'a pas encore fini et le travail va continuer pour Artefeuille en normalisation. Pourquoi? Parce que la norme, c'est une étape, mais la reconnaissance de cette norme dans un contexte réglementaire, et notamment à l'échelle européenne avec l'harmonisation, j'ai vu que quelqu'un d'autre en parlait tout à l'heure, est fondamentale. Donc on est à cette étape-là. Donc j'allais dire, le travail ou le combat continue, parce que la situation monopolistique historique du marché continue à freiner cette évolution. Et nous, on est mobilisés
Et d'ailleurs, ce trophée aujourd'hui, on vous en remercie d'ailleurs beaucoup, va nous mobiliser encore plus pour aller jusqu'au bout de cette démarche et faire en sorte que cette norme soit harmonisée. Donc merci beaucoup. Merci également aux équipes d'ArtFi qui se sont mobilisées depuis 10 ans sur le sujet normatif. Pour une société de 35 personnes, 5 personnes temps plein sur la norme, c'est rare et je pense qu'on en est aussi un petit peu récompensé aujourd'hui de nos efforts dans ce contexte-là. Mais ce n'est pas fini, comme je disais, et on espère bien aller jusqu'au bout de cette démarche. Heureux homme, bravo à vous. Merci beaucoup. Merci, messieurs. Vous pouvez regagner votre place. Merci à nos 2 excellents lauréats, vraiment 2 très beaux projets. Et je vous propose maintenant de découvrir la dernière catégorie, une société plus inclusive. Catégorie, elle visait à récompenser des projets favorisant la pluralité des individualités et des expériences, la diversité, l'égalité femmes-hommes, c'est un thème très sur le devant de la scène en ce moment, l'accessibilité pour tous ou encore l'intégration du vieillissement de la population. Je vous propose de découvrir tout de suite le projet de Vinci avec Tanguy de Belair qui est directeur de l'inclusion et de la diversité chez Vinci qui va nous présenter son projet. Ce projet, il vient d'un engagement ancien du groupe. La promotion de l'égalité des chances, la promotion de la diversité, elle est présente dans le groupe depuis 2006 de manière formelle à travers une charte de valeurs qu'on appelle le manifeste. Et on est en permanence à la recherche d'outils, de dispositifs et d'initiatives qui nous permettent de développer et d'embarquer sur cette thématique de l'inclusion et de la diversité. Alors on s'est appuyé sur la norme qui s'appelle aujourd'hui ISO 30415, qui a été publiée en mai cette année, parce que cette norme, elle a réussi justement à trouver des points d'accroche, quel que soit l'état de maturité des entreprises, quel que soit l'état de maturité des pays sur ces sujets. Et ce consensus, c'est la force de cette norme, qui est tout à fait déployable et utilisable chez Vinci, puisque ça permet à toute collaboratrice, tout collaborateur, de se sentir impliqué dans le projet. Cette norme, c'est vraiment un point d'appui, c'est vraiment un document de référence. J'ai l'habitude de dire c'est presque un livre de chevet, puisque quand on a un doute, soit dans la progression qu'on veut donner à l'inclusion et la diversité, ou soit on a un doute sur une nouvelle dimension de la diversité qui est apparue dans le monde, ben on va à la norme et on a un chemin balisé, on a des éléments très objectifs, très pragmatiques, qui permettent de structurer une politique, de structurer une stratégie, et de suivre son application et de mesurer ses effets et ses impacts positifs du point de vue de la diversité dans l'entreprise. L'innovation sans la norme serait sans doute beaucoup plus complexe à structurer et à animer, parce que je serais obligé de traiter pays par pays. C'est donc là que la norme a cet intérêt complémentaire de pouvoir brasser l'ensemble des politiques inclusion et diversité du groupe et de les replacer dans les ambitions globales en matière de diversité et d'inclusion du groupe Vinci. La norme, c'est vraiment le langage commun, et c'est un langage commun extraordinaire, puisqu'il est compréhensible et praticable par tout le monde, partout dans le monde. C'est une langue où il n'y a pas besoin de maîtriser un idiome pour la comprendre et pour la pratiquer. Alors pour tout vous dire, ce thème d'une société plus inclusive, c'est un champ assez nouveau pour la normalisation, on doit bien le dire, ce qui fait que nous n'avons eu qu'un finaliste dans cette catégorie, en définitive, et donc ce finaliste est aussi notre lauréat. Donc je vais appeler Laurence Breton-Cuny, directrice des ressources humaines au sein d'AFNOR, est impliquée également dans les travaux de normalisation sur le management des ressources humaines au titre de la NDRH dont elle est vice-présidente et qui va remettre le trophée à Tanguy de Belair que j'invite à nous rejoindre. Donc Tanguy est directeur de l'inclusion et de la diversité chez Vinci.
Merci Christine, bonsoir à toutes et à tous. Et pour moi, c'est un grand plaisir de pouvoir te remettre ce prix Tanguy, puisque Tanguy est membre de la Commission Management des Ressources Humaines depuis 2017 et tu portes haut les valeurs de la France dans cette norme diversité et inclusion. Et un grand merci à toi. Voilà, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de remercier les membres, mais il faut savoir que ces travaux ont beaucoup d'importance, en tout cas au niveau international. Alors, comme finalement beaucoup ne connaissent pas, bon, ils ont un petit peu vu un petit peu ton engagement, moi j'aimerais vraiment que tu puisses nous expliquer, parce que cette norme internationale diversité et inclusion, on peut dire que toi tu es un directeur, un DRH diversité, monde, donc finalement dans tes pratiques, qu'est-ce que ça t'a apporté? On a vu que c'était un livre de chevet, mais voilà, ce petit plus de cette norme par rapport à toi qui est vraiment déjà un expert du sujet. Merci Laurence, c'est un vrai plus. La fonction RH est aujourd'hui au cœur de ces enjeux d'inclusion et de diversité. Dans les entreprises, dans les organisations, c'est la cheville ouvrière. Les directions RH sont aux manettes en tant que partenaires stratégiques, donc elles doivent proposer des politiques, elles doivent proposer des stratégies. Et donc c'est important de pouvoir s'appuyer sur des outils solides. Mon utilisation est simple, c'est que j'ai ce langage commun, comme je le disais dans la vidéo, ce langage commun qui est un cadre qui convient à tout le monde. On a 218 000 collaborateurs dans 120 pays. Le paysage culturel, le paysage réglementaire dans ces pays varie en matière de diversité et en matière d'inclusion. Donc cette norme, ISO 34115, elle est l'occasion de rassembler autour d'un projet commun qui est balisé, qui est cadré et auquel tout le monde peut adhérer. La beauté de cette norme, c'est qu'on s'est attaché à ce qu'elle fonctionne dans toutes les géographies, dans tout type d'organisation, privée ou publique, dans toute taille d'entreprise, et donc elle est applicable absolument partout. Je la déploie dans tous les pays, et elle est utilisée avec beaucoup d'enthousiasme par les collaboratrices et collaborateurs de Vinci. Merci Tanguy. Une autre question, comme vous le savez, on va bientôt commencer les travaux pour une norme internationale sur l'égalité entre les femmes et les hommes, portée par la France, donc c'est important. Je connais l'importance de ce sujet pour toi. Peux-tu me dire s'il y a des complémentarités finalement avec cette norme que nous venons d'avoir sur la diversité et l'inclusion, et comptes-tu t'engager dans ces nouveaux travaux? Alors la complémentarité, elle existe, c'est indéniable. Je pense qu'on va beaucoup avoir à l'expliquer en revanche au niveau de différents pays, mais la complémentarité existe. ISO 34115, vous avez un cadre sur l'emploi. C'est une norme dans le cadre du Technical Committee 260, Management des RH. Et il y a ce volet inclusion et diversité qui est maintenant incarné par la norme ISO 34115. À côté de ça, vous avez un projet français qui me tient à cœur effectivement personnellement et aussi en tant qu'entreprise, qui est l'égalité entre les femmes et les hommes dans leur globalité. Leur accès à l'éducation, leur accès à la santé, leur accès à la formation, leur accès aux droits citoyens et leur accès à l'emploi. Donc le tuilage, il est là. C'est-à-dire que quand on va s'engager, et je m'y engage personnellement à participer à ces travaux, quand on va s'engager sur le chemin d'une norme sur l'égalité entre les femmes et les hommes, on va vraiment raisonner avec la norme ISO 34115 sur la partie emploi. Et de la même manière, ISO 34115 qui s'intéresse à toutes les diversités, et notamment la diversité des genres. En France, on n'a que 2 genres. On peut être ou femme ou homme, on va passer de l'un à l'autre, mais on ne peut pas être autre chose. Il y a aujourd'hui 15 pays, dans lesquels on peut être autre chose que femme ou homme. Donc, pouvoir avoir un travail dédié à l'égalité femmes-hommes dans le cadre de la diversité des genres, c'est une avancée qui permettra plus tard, sans doute, je l'espère, de développer une norme d'égalité entre tous les genres. En tout cas, merci. Je vais te remettre maintenant ton prix. Merci pour tous tes apports passés, présents et puis futurs. Encore merci Tanguy. Merci beaucoup Laurence. Merci pour ce beau projet et nous espérons tous que cette norme ISO, tout le monde se l'appropriera dans le monde entier. Alors notre événement touche à sa fin, mais nous avons une petite surprise pour vous cette année. Et oui, parmi les dossiers que nous avons reçus, il y en a eu un particulièrement original pour lequel le comité de sélection des trophées hors normes a eu un coup de cœur. Et donc le jury des trophées hors normes a souhaité le récompenser au travers d'un prix spécial du jury.
Alors c'est un projet qui est proposé par le Mouvement français pour la qualité, le MFQ de Bourgogne-Franche-Comté. Je ne vais pas vous en parler, je préfère vous laisser découvrir, vous allez voir, c'est assez original. Systémique, c'est tout bêtement un jeu qui permet de s'approprier le référentiel ISO 37101, de jouer tout simplement avec les matrices qui sont contenues dans cette norme. L'ISO 37101, une norme qu'on a découvert finalement il y a très peu de temps, qui permet de mettre en place un système de management pour des villes et des territoires durables. La première fois que j'ai feuilleté cette norme, c'était le coup de foudre, c'est-à-dire la séduction qui... Ça, c'est le truc qui nous manquait. Seul problème, c'est que parler de l'acronyme ISO à des équipes dirigeantes ou à des élus, c'est pas très vendeur, ça fait peur. Donc plutôt que de rentrer dans la norme, on a un effet un peu repoussoir en disant la norme c'est compliqué, la norme c'est pas pour nous, nous on agit sur le terrain, etc. etc. D'où l'idée de dire finalement comment faire passer le contenu des outils de cette norme-là en douceur, on va le faire passer par le jeu. Et jouer 1 heure à systémique, et vous avez la garantie que vous savez vous servir de l'analyse matricielle qui est proposée dans la norme ISO sans être rentré du tout dans le référentiel. Alors en général, on a 2 types de réactions, mais assez complémentaires. La première, parce que les gens aiment jouer, et le côté ludique est apprécié, systématiquement on dit maintenant qu'on a joué, on va refaire ce jeu-là avec nos propres équipes, c'est-à-dire le jeu va se diffuser. Deuxième réaction, qui est très très fréquente aussi, c'est de dire ah mais ça serait quand même bien de refaire ce jeu-là, mais avec nos projets réels, ceux qui nous occupent au quotidien. Et là, en général, ça se termine à peu près toujours de la même façon. Les joueurs se disent ah oui, finalement, peut-être que pour nos projets réels, on n'a plus besoin de ce jeu-là, mais on a besoin de ce jeu-là, tout simplement, c'est-à-dire repartir de la norme et mettre en œuvre cette norme dans notre organisation. Alors, le jeu et la norme peuvent s'appliquer à tout type de projet. De manière très concrète, ça peut être créer une ferme urbaine, ça peut être développer le bio et les circuits courts dans la restauration scolaire, ça peut être développer l'attractivité de l'hypercentre. Tout projet, à la limite, peut rentrer dans ce cadre-là, à partir du moment où on se projette sur un territoire nouveau avec une volonté politique nouvelle. La force de la norme, c'est son côté systémique, c'est-à-dire c'est cette bonne vieille roue du PDCA qui garantit que chaque fois qu'on structure un projet, que le projet s'améliore, le retour en arrière est quasiment impossible parce que tout ce qu'on a construit est forcément capitalisé. Beau projet, n'est-ce pas ? C'est vraiment une nouvelle façon de s'approprier la norme et on l'a vraiment trouvé tout à fait intéressant ce projet. Alors pour remettre le trophée du prix spécial du jury à Serge Guillemin, président du MFQ de Bourgogne-Franche-Comté, que j'invite à nous rejoindre sur scène, c'est Olivier Perrat, directeur général d'AFNOR, qui va remettre ce prix spécial du jury. Très bien, donc il n'y a pas de suspense. Tout a été dit par le président du MFQ Bourgogne-Franche-Comté. Alors je suis très heureux de savoir qu'on peut avoir un coup de foudre pour la norme. Il faudrait qu'on développe davantage ce type de choses. Non mais c'est vrai. Mais je peux dire aussi que le jury a eu un coup de foudre pour cet outil. Donc finalement on est presque dans le même registre qui est celui de l'émotion. Et ça montre que par rapport à des vrais enjeux, puisque le développement durable s'applique également au niveau des territoires, eh bien, vous avez fourni un outil tout à fait intéressant, tout à fait remarquable. Et j'aurais tendance à vous poser une question, Monsieur le Président. C'est au niveau des collectivités, parce qu'elles sont très diverses, au niveau régional, au niveau départemental, au niveau des communautés urbaines. Vous avez pu commencer déjà à développer ce type d'outil, à le déployer au bout dans combien de structures et quels sont les résultats que vous avez observés? Oui, merci. Alors déjà, effectivement, je représente le Mouvement français pour la qualité, mais je représente d'abord un réseau qui regroupe le MFQ Alsace, qui regroupe Qualité Service Public Lorraine, et moi, dans la vie privée, j'ai un métier qui est aussi d'être cadre territorial, donc j'étais intéressé au premier chef. Donc aujourd'hui,
pour ma part, on a développé sur la ville de Besançon, on a développé sur la Grande Besançon Métropole, on développe sur la région Bourgogne-Franche-Comté. Je sais que nos collègues lorrains font la même chose sur Nancy, sur Metz, sur Thionville, sur le bassin de Pompée également. Et nos collègues alsaciens sont en train de tout doucement rentrer à la ville de Strasbourg et à l'Eurométropole. Donc on est sur voilà, un partage qui se fait tout doucement. Et puis après, quand même, je vais vous avouer un truc, parce que je le dis à mi-mot dans la vidéo. En fait, il y a 6 mois, personne sur le territoire du Grand Est et de la Bourgogne-Franche-Comté n'avait entendu parler de cette norme. Découvrir en 2021 une norme de 2016, là, vous voyez, rien n'est perdu. On peut toujours, la surprise, elle est là. Et je parle de coup de foudre, mais c'est vrai, ce déclic, on se dit aujourd'hui, alors c'est vrai que je vous parle d'espaces qui sont aujourd'hui qualifiés d'espaces en transition écologique. Et c'est compliqué à mettre en œuvre sur un territoire, parce qu'un territoire, c'est des acteurs, c'est des habitants, c'est pas qu'une ville, c'est pas une municipalité, c'est pas un conseil communautaire. Et quand on lit la norme, on se dit, mais oui, mais c'est ça, c'était ça. Seul problème, et je le dis, dans la norme, c'est qu'effectivement, nos édiles locales, dès qu'ils voient l'acronyme ISO, ils partent en courant, quoi. C'est horrible. La norme ISO, c'est pas sexy, quoi. Voilà. Et en passant par le jeu, c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'ils avaient envie de continuer à jouer avec cette norme, quoi. Il faudra peut-être, alors à ce moment-là, c'est le début d'une coopération, il faudra peut-être que pour tout ce qui est... Parce que personnellement, je suis convaincu que les normes peuvent apporter beaucoup aux collectivités locales, aux collectivités territoriales. Et effectivement, si dans certains cas, le côté ISO est associé à des cadres qui ne sont pas ceux qu'attendent des élus, il faut peut-être qu'on rende la norme plus aimable et on vous demandera peut-être des cours d'amabilité, des cours de jouabilité peut-être. Et puis on a effectivement des millésimes peut-être un peu anciens au niveau normes qu'il s'agit peut-être simplement de transformer de manière à donner le virus, le bon virus cette fois, le virus de la normalisation au niveau des élus. C'est vrai qu'après, on a eu la chance de rencontrer des passionnés dans les voûtes du ministère de la Transition écologique. On a rencontré des gens passionnés du Lab 2051, on a rencontré des gens passionnés à l'AFNOR. Ça a fait beaucoup de choses. Et après, on a fait sur ce jeu, parce qu'on s'est dit, faire un jeu, c'est bien, on joue, etc. On ne va pas en faire un produit commercial, parce que ce n'est pas notre job, on ne sait pas faire. Pour nous, c'est le partage de la connaissance. Et on a fait le pari de la licence libre, c'est-à-dire aujourd'hui, le jeu est distribué sous licence Creative Commons. Donc, il est utilisable. En gros, il est utilisable par n'importe qui le souhaite l'utiliser, peut se l'approprier, peut le modifier. D'ailleurs, on en est aujourd'hui, je crois que votre collègue est venu, quand il a fait la vidéo, on était en train de jouer avec la version 7. Aujourd'hui, on joue avec la version 10 parce que, voilà, on a joué, on a amélioré, il y avait des bugs, ça évolue en continu. Et le fait qu'elle soit sous cette forme de licence, c'est-à-dire qu'elle soit diffusée à grande échelle, c'est qu'aujourd'hui, nous, on ne maîtrise plus du tout ce jeu. On ne sait plus où il est. Il y a 2 semaines, j'ai eu des contacts avec des cabinets de consultants de PACA et hier soir, je discutais avec un cabinet de consultants de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui disait on veut intégrer ce jeu dans notre offre commerciale pour développer. Je dis mais allez-y, il est à vous. Il est à vous. La seule chose qu'on vous demande, faites-nous un tout petit retour d'expérience pour que, éventuellement, on fasse une version 11, une version 12 et puis pourquoi pas. Et sur la diffusion, j'espère que AFNOR va sauter les 2 pieds dedans et que dans quelques jours, on va voir le lien de téléchargement du jeu en open bar pour toutes les personnes qui se connectent sur le portail, par exemple. On n'est jamais à l'abri d'une très bonne nouvelle, et peut-être même qu'on fera mieux. Allez, bravo en tout cas. Attends, j'ai 2 mots à dire. Alors vraiment un grand bravo à tous nos lauréats. J'ai trouvé vraiment cette année que les dossiers étaient extrêmement intéressants, passionnants. J'ai vraiment été très heureuse de vous les présenter aujourd'hui. Et puis tous ces dossiers ont montré une fois de plus que la normalisation joue un rôle fondamental dans nos vies. Et ce n'est pas fini. Alors j'espère vous retrouver l'année prochaine pour de nouveaux projets. Et notre cérémonie touche à sa fin maintenant, mais merci à tous de l'avoir suivi nombreux. Et je vais passer la parole à Olivier Perrat pour le mot de la fin. Et Olivier va conclure cette cérémonie. D'abord la remise officielle, parce qu'on oui. a échangé, mais d'abord la remise officielle. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Bien,
Écoutez, je crois qu'on peut vraiment féliciter tous les lauréats qui ont partagé avec nous leurs initiatives, qui ont également souligné, chacun avec leur style, chacun avec leur vision des choses, la valeur ajoutée et le rôle qu'avait joué la norme comme outil de développement, comme outil de diffusion, que ce soit pour porter des nouvelles technologies vers le marché ou favoriser la reconnaissance. Je pense à Concept Light ou je pense à Arfai. Pour faire également du transfert de technologie, la notion de technologie duale, j'entends ça depuis des décennies, et je pense que la norme est un outil réel de diffusion également aussi pour avoir des objectifs à la fois dans le civil et dans le militaire, ou dans le militaire et dans le civil, dans ce cas très précis. Autre avantage, ça peut aussi augmenter les séries de production, et donc il y a des fonctionnalités également aussi qui peuvent être améliorées. Et puis également aussi, ça peut être dans le cadre de l'appropriation de pratiques vertueuses, de bonnes pratiques, et on l'a vu dans le cadre du jeu systémique qui réussit justement à convaincre des élus qui sont peut-être un petit peu hésitants au départ, mais grâce à la créativité des développeurs de cette initiative, merci encore au MFQ Bourgogne-Franche-Comté, eh bien on voit que ça peut donner de bons résultats. Merci également aussi à tous les participants qui se sont joints à distance. J'espère que l'année prochaine, tout ce qui nous est arrivé depuis 2 ans ne sera plus qu'un mauvais souvenir. Et puis j'espère que cet événement vous aura permis donc de mesurer que la normalisation volontaire, c'est un outil au service de démarches, de stratégies collectives, individuelles, d'entreprises, de personnes. On a eu des démarches manifestement avec de belles aventures humaines, avec beaucoup d'enseignements, avec des mots très forts et dont personnellement je m'inspirerai pour la popularisation de l'intérêt de la normalisation. Et pour partager peut-être aussi avec vous une conviction de plus en plus profonde que j'ai pu partager au niveau européen, au niveau international, qui est que la normalisation volontaire, c'est vraiment, ça devrait, ou c'est un élément clé de la stratégie des organisations, quel que soit leur statut, privé, public, collectif, individuel. La Commission européenne, ce n'est pas tous les jours, mais la Commission européenne va en décembre prochain publier une stratégie en matière de normalisation. C'est quelque chose qui n'arrive pas tous les 4 matins. Alors on a une conjonction d'astres très favorable parce qu'il y a un commissaire, M. Breton, bien connu, qui s'occupe de ces questions-là et qui les suit dans le détail. Vous n'avez qu'à voir ce qui s'est passé au niveau des vaccins. Il en savait plus sur les usines et sur la production des vaccins que les PDG eux-mêmes. Donc c'est quelqu'un qui est très proche du terrain et qui a été amené à passer des commandes au niveau du système européen de normalisation pour dire il faut que vous travaillez là-dessus, il faut que vous travaillez là-dessus. Donc on a une Commission européenne qui est très allante. Certains disent au niveau de la Commission européenne, la normalisation européenne est un des joyaux de la couronne européenne. Je suis peut-être un peu biaisé quand je dis ça, mais je pense que ce n'est pas faux. Parce que quelque part, ça contribue à donner une influence très forte aux visions, aux technologies, aux méthodes européennes. Et je pense que c'est un point tout à fait important à souligner. Alors évidemment, ça a été aussi souligné par l'un des intervenants, il faut pour cela que la norme soit fonctionnelle, pas descriptive, parce que la norme, c'est la mythe de l'innovation, et la norme doit donner des éléments en termes de performance, en termes de manière de vérifier la performance, et surtout pas en manière de satisfaire les exigences de la norme. Et c'est là-dessus où je crois que la France, on peut le dire, a été un peu pionnière parce que nous avons difficilement au départ, et puis maintenant c'est passé dans les mœurs, nous avons été amenés à faire passer cette idée de normes fonctionnelles. Et nos amis, nos cousins germains n'avaient pas forcément la même approche au départ. Maintenant on est très très amis avec eux, surtout face à une compétition internationale qui est extrêmement forte. Nous avons une compétition d'influence avec nos amis américains, avec nos amis chinois, et là-dessus, l'Europe, notamment le couple franco-allemand, doit être particulièrement fort. Et donc, il faut que les entreprises françaises, il faut que les structures françaises soient convaincues qu'elles ont tout intérêt à porter leurs convictions. Nous serons en tout cas, AFNOR et les équipes AFNOR, très heureux d'assister, d'appuyer, comme nous avons pu le faire avec les lauréats, ces démarches qui peuvent, dans certains cas, être rapides. On peut être très rapide pour faire une AFNOR Spec, on peut être au contraire coureur de marathon, donc il faut être à la fois sprinter et marathonien, ce qui fait qu'on a maintenant un critère de sélection dans la course à pied chez AFNOR. Donc je plaisante un peu, mais pas tout à fait. Et donc en tout cas, il faut savoir quel est le rythme qu'il faut suivre par rapport à cela. La promotion de la normalisation, c'est un combat de tous les jours. Il faut effectivement, par rapport à des personnes qui n'attendent pas, qui découvrent à la limite quand il n'y en a pas. Tous ceux, ça nous arrivera bientôt,
qui voyagent à l'étranger se rendent bien compte que sur les prises électriques, la normalisation, ce n'est pas un vain mot. Et le fait de savoir si les prises sont compatibles ou pas, si par exemple au niveau image, vidéo et autres, c'est compatible ou pas, eh bien ça n'est pas neutre en termes de résultats. Donc la normalisation, à la limite, c'est quand ça ne fonctionne pas bien qu'on se rend compte qu'il n'y en a pas. Alors c'est un peu dommage parce que c'est un produit à la qualité implicite et c'est quand ça fonctionne parfaitement bien qu'il n'y a aucune reconnaissance vis-à-vis des experts qui ont mouillé le maillot pour développer de bonnes normes internationales ou à défaut européennes ou à défaut françaises, en essayant de revenir bien sûr vers le niveau le plus élevé. Alors je signale aussi, peut-être minute de publicité, puisqu'après tout on a parlé de systémique, qui est un jeu tout à fait intéressant. On a également aussi développé côté AFNOR le jeu DEMA, D'(E2MA, qui est un jeu justement, un serious game, qui permet de bien faire le lien entre innovation, propriété intellectuelle et normalisation. Et donc je ne peux que vous inciter là encore à vous y reporter. Et donc, merci à nouveau aux lauréats. J'ai vraiment beaucoup apprécié leur témoignage, chacun dans leur registre, chacun avec leur dimension, parfois technologique, parfois sociale. Et je pense que la normalisation de demain, avant de partir de mon bureau pour venir ici, j'ai signé une lettre à l'attention du président de la République pour lui rendre compte, puisque... et Tanguy le sait bien, nous avons, au patronage du président de la République, lancé une initiative visant à faire un projet de norme et bientôt une norme internationale en matière d'égalité femmes-hommes. Et donc nous avons été amenés d'abord à travailler sur l'échelon français en produisant une AFNOR Spec sur le sujet. Nous l'avons porté au niveau ISO, qui fait un peu peur aux élus, mais qui ne nous fait pas peur, donc nous y allons franco. Et donc, eh bien, la France vient de se voir attribuer la responsabilité de développer une norme internationale en matière d'égalité femmes-hommes. Donc là, on n'est pas dans une norme technologique, on est carrément dans une norme à caractère sociologique. Et je crois que c'est très important parce qu'on se rend bien compte qu'il y a des limites à la réglementation et que la norme, qui est un peu comme, je dirais, un roseau, c'est quelque chose de très souple, très adaptable, c'est un sentier battu, on peut s'en écarter si on le souhaite, on peut la modifier si on le souhaite et ainsi de suite, mais elle fournit quand même une ligne directrice, un chemin, et toutes les entreprises qui suivent les normes, à mon avis, ne peuvent pas se perdre sur ce chemin. Merci encore à tous les lauréats et merci à tous ceux qui nous ont suivis à distance.